Échiquier international, madame, monsieur, bonsoir. Les Grands Lacs en Afrique sont depuis plusieurs décennies le théâtre de luttes politiques et de tensions régionales et internationales qui se cristallisent autour de l'abcès sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, marqué notamment par le bras de fer entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux voisins qui semblent impossibles à réconcilier. Pourtant, coup de théâtre vendredi accueilli par le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Washington. Les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise ont signé une déclaration de principe en vue de parvenir à un accord de paix d'ici le début du mois prochain. La cérémonie a été même transmise en direct sur le site de la diplomatie américaine. S'agit-il d'un tournant donc la relation entre la République démocratique du Congo dans la région des Grands Lacs et peut-être même dans un contexte international marqué notamment par les tensions commerciales ou la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Carlo Bilongo, député français qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir Carlos, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madine, merci Madame Cassi pour l'invitation. J'aurai également le plaisir d'être accompagné de Paul Amegagbou, spécialiste de la diplomatie africaine qui me rejoint depuis Lomé. Bonsoir Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame, c'est un plaisir. Alors Paul, je commence avec vous. Alors, quel commentaire faites-vous en tant que spécialiste de la diplomatie africaine de cet accord qui vient d'être signé à Washington? Cet accord qui porte sur les principes généraux devant régir un accord définitif de paix dans les prochains jours est à saluer et augure les différentes tensions qui entourent la crise en RDC parce que ces tensions sont multiformes. Ce sont des tensions politiques d'abord internes avec des clivages entre les protagonistes politiques internes en RDC. C'est également une tension internationale due donc au conflit entre RDC et le Rwanda autour des ressources que regorge la RDC. C'est également une tension économique et géostratégique dans la mesure où les ressources stratégiques que regorge la RDC sont convoitées par plusieurs puissances internationales. Et donc, la démarche des États-Unis de rapprocher les protagonistes et d'intervenir dans la recherche de solutions dans cette crise est fortement saluée dans la mesure où la grande interrogation qui était en suspens était de savoir comment est-ce que les intérêts des puissances internationales pourraient être pris en compte et réglés et gérés afin que la solution qui sera trouvée soit une solution durable. Et donc, une fois que ce pas est franchi et parrainé par la première puissance mondiale que sont les États-Unis, nous osons croire que les autres puissances qui exploitent ou qui font recours aux immenses ressources de la RDC vont s'aligner à cette volonté manifeste des États-Unis de trouver une solution. Et donc, les autres acteurs qui interviennent dans la médiation, notamment l'Union africaine, devraient se focaliser davantage sur le règlement des conflits politique interne en RDC afin que cette crise multiforme trouve une solution holistique qui permettra de ramener une paix durable. On va revenir sur ce point justement, notamment sur le rôle des États-Unis et d'innombrables autres puissances. Je viens vers vous, Carlos Bilongo. Pouvez-vous nous faire brièvement un rappel de l'histoire dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en particulier depuis le génocide rwandais, le terrible génocide rwandais qui s'est déroulé en 1994. Comment cette histoire complexe a-t-elle conduit à la situation actuelle finalement ? Il faut savoir que l'histoire même du génocide Tutsi commence au moment du décès de deux présidents Hutus. Le
président de l'Ouganda et le président rwandais de l'époque sont morts au moment où il y avait une discussion autour d'un processus de paix régional, parce qu'il y avait déjà une guerre civile en 1994. Et les deux présidents du Ouganda et du Rwanda étaient en Tanzanie. Et sur le retour de ces présidents en avion, depuis Kigali, depuis le Rwanda, est tiré un missile. Et l'avion, du coup, au moment de la descente, est touché par 2 missiles, excusez-moi. Il y a le décès du président et sonne le début du génocide entre les Hutus et les Tutsis. En découle, du coup, la pression qui a été mise à la RDC pour ouvrir ses frontières. Et il a été établi que les personnes qui sont passées au niveau des frontières, il y a eu des personnes qui sont passées avec des armes, il y avait également des réfugiés, et le cycle de guerre a continué dans la RDC, alors que le président Mobutu le maréchal Mobutu était contre l'accès des réfugiés rwandais en RDC, mais la pression internationale l'a fait céder. Il a cédé à la base pour 50 km dans son pays, mais 50 km n'ont pas été respectés et aussi il n'y avait pas de force intermédiaire qui pouvait se mettre en tampon pour vérifier qui est-ce qui passe. Du coup, le cycle de violence a continué. Et il y a toujours eu cette volonté, là on parle de conflits internes, c'est la volonté du Rwanda de sécuriser le pouvoir en place en RDC. À chaque fois que la RDC a eu des présidents, ça a été des présidents qui ont pris le pouvoir par les armes, à part récemment en 2018-2019. Et sinon, si on prend le changement de processus entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila, c'est une prise par les armes, M. Kabila, avec une descente à Kinshasa, avec des forces des pays voisins, avec les forces militaires du Rwanda, avec les forces militaires de l'Ouganda. Et dès lors où Laurent Désiré Kabila n'a plus voulu collaborer avec ces militaires rwandais qui étaient ensuite intégrés dans les généraux de la police, les généraux de la police et militaires congolais, il a été également tué. Un nouveau cycle encore s'est ouvert avec l'arrivée au pouvoir de son fils, soutenu aussi par des forces étrangères. Et du coup, on voit ce mécanisme d'un Congo, un pays tout entier, 100 millions d'habitants, de 2,4 millions de kilomètres, mais qui est contrôlé à chaque fois par des voisins qui veulent arrimer ou avoir une puissance particulière sur le pouvoir en place. Et dès lors où, dès 2018-2019, il n'y a pas un président qui a des relations où il va se soumettre à Paul Kagame, parce qu'au départ, M. Tshisekedi a voulu avoir une relation saine avec son voisin. Il faut savoir que les 30 ans de guerre, c'est des moments où la guerre s'est arrêtée, a repris avec des groupes armés qui se disent groupes internes, mais souvent, ici, des pays frontaliers ont ensuite mis en place en RDC à l'est du pays, mais ce cycle de violence, il faut savoir qu'il est biaisé par des intérêts économiques. Quand on voit aujourd'hui ce que les États-Unis préparent et mettent sur la table, c'est en fait aussi une vision impérialiste où les États-Unis se mettent sur la table pour accaparer les richesses minières, pouvoir avoir des entreprises américaines qui auront la main mise sur les minerais stratégiques pour garantir la paix. Aujourd'hui, la paix est garantie si vous accordez un quitus ou un blanc-seing aux États-Unis avec vos richesses minières, et là, les États-Unis vont vous garantir la paix. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en soi, les États-Unis ne prendront jamais la paix. Carlos, je reviendrai vers vous sur ce point justement, parce que là, j'aimerais bien voir votre avis autant que Congolais, mais aussi autant que diaspora africaine. Mais je commence avec vous. Paul, comme vient de le signaler notre invité Carlos, il est question là d'impérialisme, il est question là, on le sait, que les États-Unis d'Amérique défendent face à la Chine, avec qui elle est dans un bras de fer commercial important, des intérêts qu'elle estime être les siens. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, ces puissances justement ces puissances extérieures comme la France ou encore l'ONU, les multinationales, influencent-elles cette dynamique et comment est-ce qu'elles fragilisent finalement cette paix et comment sortir justement de cet impérialisme des puissances globalisées dans l'Est de la République démocratique du Congo?
Finalement, on a un petit souci avec notre invité Paul. La question vous est posée finalement, Carlos. Je reprends. Alors, Carlos a tout à fait raison dans la mesure où l'impérialisme économique et géostratégique est au cœur des interventions des puissances étrangères en Afrique et surtout en RDC. Et nous savons tous très bien que la guerre là est alimentée par la convoitise de ces puissances. Et donc ça, c'est factuel. Et rechercher la solution à la crise reviendrait donc à ramener sur la table de discussion cette question d'exploitation des ressources minières et des terres rares que regorge l'Est de la République démocratique du Congo. Et les autres puissances, notamment la Chine et l'Europe, faisaient leurs transactions avec le Rwanda de manière illicite, en signant des accords sur les ressources minières de la RDC avec le Rwanda, au lieu de signer ces accords avec les autorités congolaises. Et il n'y a pas que la Chine, je rappelle qu'il n'y a pas que la Chine dans ce scénario. Il y a aussi l'Union européenne. D'ailleurs, bon nombre de militants se sont mobilisés pour faire annuler ces accords commerciaux-là qui ne sont pas en faveur du peuple congolais. Il y a même des multinationales américaines, des multinationales de plusieurs puissances. Absolument. Et cela est induit par la pression que le nouveau régime américain, dont de Donald Trump, met sur ces multinationales et ces puissances étrangères, surtout européennes, à revoir leur approche dans les négociations entre le Rwanda et la RDC. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs le Parlement européen à dénoncer récemment l'accord qui a été signé l'année dernière avec le Rwanda. Et l'avantage pour l'approche américaine, c'est de poser publiquement les questions qui fâchent et de créer une plateforme dans laquelle toutes les autres initiatives devraient se retrouver. En lisant la déclaration de principe qu'ont paraphé les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC, nous avons compris que les différentes initiatives de médiation ont été prises en compte dans cette déclaration, notamment le processus de Luanda et de Nairobi, mais également le processus de Qatar et actuellement le processus de l'Union africaine porté par le président togolais Faure Gnassingbé. Et donc, c'est une approche différente qui pourrait permettre de prendre en compte tous les problèmes qui sous-tendent ce conflit meurtrier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à travers le M23 et de pouvoir trouver une solution durable. Et donc l'impérialisme ne va pas s'effacer du coup, puisque les ressources minières sont présentes et qu'elles doivent être exploitées. Cependant, leur exploitation se fera désormais à travers ce nouveau cadre d'accord international, dans un cadre régulé, dans un cadre mieux réglementé et qui permettrait d'éviter ces conflits d'intérêts pour sauvegarder la paix et permettre à la République démocratique du Congo de profiter de ses ressources en premier lieu et que les autres pays qui ont également des intérêts géostratégiques par rapport à ces ressources, y compris les pays voisins, peuvent également trouver leur compte dans cet accord qui sera signé. Très bien, Carlos, à la lumière de ce que vient de nous dire Paul, vous, en tant que Congolais d'origine, en tant que député dans une puissance occidentale, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cet accord et à votre avis, le fait que ce soit signé par sous l'égide d'une puissance occidentale, quel commentaire faites-vous? Et surtout, est-ce que vous pouvez vous faire aujourd'hui l'écho du peuple congolais et quel est l'avis du peuple congolais concernant toutes ces initiatives qu'il y a autour de cet abcès sécuritaire et autour des tensions qui se cristallisent entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda? Très bien. Merci pour la question. Sans terre d'ingérence, voilà, comme je suis député français d'origine congolaise,
j'ai beaucoup de familles au Congo et je sais les cœurs qui sont meurtris, ils veulent la paix à tout prix. Maintenant, moi, je regarde ça d'un œil très conscient des intérêts capitalistes, impérialistes des Américains, dans le sens où ils le font pas pour les beaux yeux des Congolais, pas pour la justice sociale, pas pour la paix. C'est ça le problème, c'est que on vient demander à ces effets pour pouvoir exploiter les ressources stratégiques. Et le Congolais, moi, je pense qu'il dirait, je n'ai même plus envie que ces richesses soient exploitées. Parce que des fois, elles ne profitent même pas à ce peuple congolais. Depuis 30 ans, les gens sont tués. Un génocide se passe sous silence, où les tribunaux internationaux n'ont pas pu encore statuer, parce que des pays comme le Rwanda ne sont pas signataires des traités de Rome. Et on a une continuité avec uniquement aujourd'hui comme solution les intérêts économiques. Mais est-ce qu'on parle de ces vies qui ont été brisées, de ces femmes qui ont été violées et de ces personnes qui ont été déplacées? C'est un record en 2024, 7 millions de déplacés et aucun minerai stratégique ne pourra retrouver des âmes à ces personnes qui ont perdu la vie ou des territoires à ces personnes qui ont perdu leur territoire. Alors, vous l'avez bien expliqué, mis à part les États-Unis, il y a aussi l'Europe, l'Union européenne, qui a, par des coopérations militaires, par des coopérations aussi sur les minerais stratégiques avec le Rwanda, usé de toutes ses forces, de ces intérêts-là. Il faut qu'à un moment donné, ces puissances anciennes puissances coloniales, qui sont devenues impérialistes et de surcroît capitalistes, sans prendre en compte les vies humaines, doivent arrêter de prendre l'Afrique comme un précaré, de vouloir juste exploiter sans même vouloir développer et sans prendre en compte les vies humaines. Ces personnes-là ont des noms et des prénoms, elles existent. Si leur sous-sol est riche, nous pouvons même faire de la décroissance. Moi, je ne veux plus, aujourd'hui en France, acheter des produits si je sais que ces produits-là causent in fine du tort à des personnes dans des régions du monde. Je ne veux pas que mon téléphone portable, ma trottinette électronique, mon véhicule électrique cause des morts et fait couler du sang en RDC et alimente des bandes armées. Au Congo ou au Rwanda, on ne fabrique pas d'armes. Il n'y a pas d'usine d'armes au Congo ou au Rwanda. Les armes sont envoyées. Il faut faire un embargo sur tous les partenariats, qu'aucune arme puisse arriver au Rwanda, arrêter les partenariats, parce que depuis 30 ans, certains ont profité de cette guerre-là, se sont fait beaucoup d'argent, et à la fin, on dit maintenant, fin de la récréation, les États-Unis vont distribuer des bonbons en disant qui est bien, qui n'est pas bien, et c'est regrettable. C'est une diplomatie qui est agressive de la part de M. Trump. Il le fait aussi avec l'Ukraine, il le fait maintenant avec la RDC, et moi, mon intérêt, et ce que je veux, c'est la protection des civils, et je n'ai que très peu d'espoir sur le fait que les minerais stratégiques qui sont dans le sous-sol des Congolais profitent aux Congolais. S'il n'y a pas d'industrie de transformation sur place des minerais stratégiques pour en faire des batteries, ça ne sert à rien. Madame Makassi, c'est simple, au Congo, il y a des minerais stratégiques, que les États-Unis puissent investir sur place avec des écoles de formation pour former des jeunes, ensuite avoir des usines sur place pour faire des batteries 100% congolaises qui soient directement produites sur le territoire africain et ensuite vendues à la sous-région avec un partenariat avec les pays voisins. Là, oui, on va participer à quelque chose, on va créer des emplois et on va créer aussi une nouvelle dynamique dans le territoire. Mais si ces minerais sont juste exportés vers l'étranger, il y a une jeunesse, une population qui ne pourra pas en profiter ni sur le volet formation, ni sur le volet dynamique économique. Et j'espère que j'ai été clair sur ces aspects-là. En tout cas, tous ces conflits ont été alimentés par l'envoi d'armes de pays de l'Occident qui ont, pendant 30 ans, rempli leurs poches et profité de ces minerais-là stratégiques en regardant, mais en ne faisant rien, avec un silence complice. Très bien, merci Carlos pour ce témoignage. Je rappelle qu'actuellement, dans l'est de la République démocratique du Congo, une véritable crise humanitaire civile. Les chiffres de l'ONU donnent froid dans le dos, faisant état de milliers et de milliers de déplacés forcés, que ce soit dans les pays voisins ou des déplacés internes, et sans compter les autres victimes de cet abcès à l'est de la République démocratique du Congo. Paul, à la lumière de cet abcès sécuritaire justement et de ce que vient de cette crise humanitaire, et de ce que vient de nous dire Carlos,
Finalement, comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre cet accord quand on revient au passé de cette région et qu'on sait que depuis le processus de Nairobi, nombreux espoirs ont été suscités pas loin que janvier lors de la récente expansion et massive du groupe armé le plus actif à l'est de la République du Congo, à savoir le M23. Des accords ont été trouvés, ou bien un prémisse d'accord a été trouvé dans le cadre du processus de Luanda dont vous avez parlé, et maintenant aussi de grands espoirs sont sollicités par la médiation de Fort Gnassingbé, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible? Oui, ce qui est possible, c'est de rechercher un accord qui serait à la hauteur de la crise actuelle, donc un accord historique. Et pour que cet accord soit qualifié d'historique, il va falloir qu'il soit holistique, c'est-à-dire qu'il prenne en considération les différentes dimensions de cette crise. Nous avons évoqué la dimension économique et géostratégique à travers les ressources immenses que regorge la RDC. Et à l'instar du processus de Kimberley, il nous en souvient, entre 2000 et 2003, sous l'égide de l'Afrique du Sud, la communauté internationale avait réussi à trouver un accord sur la traçabilité du diamant afin d'éviter des diamants issus du conflit, des diamants dits diamants du sang. Et cet accord de Kimberley a permis de faire taire plusieurs conflits, comme le conflit en Sierra Leone, le conflit même en Afrique du Sud, qui était également menacé, et d'autres pays qui regorgeaient d'immenses ressources diamantifères. Étant donné que les ressources en RDC sont immenses, du cobalt au lithium, du zinc et j'en passe, il est important de trouver un accord similaire autour d'un processus de traçabilité des ressources minières de ce pays afin qu'elles n'alimentent plus les conflits ni la guerre. C'est la seule solution pour éviter que les vieux démons reviennent après un éventuel accord qui sera signé et que les populations congolaises continuent à payer de lourds tributs. Parallèlement à la réponse donc à la crise des ressources minières, il est important également de considérer la problématique de la gouvernance interne au niveau de la RDC. Nous avons réalisé que la gouvernance politique est très fragile et délétère en RDC, avec des conflits politiciens, mais également la fragilisation des institutions républicaines qui sont sous les bottes donc, de la présidence de la République. Il y a également la corruption qui est endémique et qui touche tous les secteurs d'activité en RDC. Il est donc important que dans le cadre de cet accord, que les différents médiateurs, surtout le président Fort Gnassingbé, pour le compte de l'Union africaine, réussissent à trouver un accord dynamique entre les leaders politiques en RDC afin que les jeux démocratiques se fassent suivant les règles et les principes démocratiques, que les processus électoraux soient transparents, que les institutions observent la séparation du pouvoir afin que la justice soit indépendante, que des solutions pragmatiques soient trouvées au fléau de la corruption qui gangrène les secteurs, surtout le secteur sécuritaire. Et à l'aune donc de cette solution multiforme et holistique, le Congo pourrait retrouver sa stabilité. Si cela n'est pas fait, si la solution est seulement sur le volet géostratégique avec les ressources stratégiques, nous craignons que de jour au lendemain, les antagonismes internes dégénèrent encore en conflit politique qui pourrait déboucher sur la guerre civile que les pays limitrophes comme le Rwanda pourraient encore exploiter.
Très bien, on espère que le scénario de la guerre civile ou de la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo ne se réalise pas. Carlos Bilongo, vous avez 2 minutes ou même pas pour un dernier mot. Malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti pour cette émission. Oui, je vais répondre sur quelques points à M. Paul qui a des propos justes et d'autres un peu plus incorrects. Le Congo, vous savez, c'est 450 ethnies différentes. La seule région, le seul pays où dans la région des Grands Lacs il y a eu un génocide entre deux communautés, ça a été au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis. Donc ce cycle de guerre a continué. Ensuite, au niveau de l'instabilité politique qui règne en RDC, il n'y a pas eu de transition politique à chaque élection présidentielle de manière saine. À chaque fois, je l'avais expliqué, ceux qui ont pris le pouvoir ont été soutenus par des armées étrangères. Ça, il faut le prendre en compte et savoir que les oppositions politiques en RDC ont pris pour habitude d'avoir un soutien militaire extérieur pour pouvoir renverser le pouvoir central ou sinon mettre une pression particulière au moment des élections. Et beaucoup d'instabilités politiques internes sont prévues et causées par des ingérences étrangères qui sont à l'origine de l'après-génocide 94 et alimenté par les Rwandais. Vraiment, ça, c'est vraiment... Très bien, Carlos. Malheureusement, on arrive à la fin. Carlos, désolé malheureusement, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné ce soir de Carlos Bilongo, député français qui m'a rejoint depuis Paris, et de Paul Amegakbo, spécialiste de la diplomatie africaine qui m'a rejoint depuis Lomé. Très chers téléspectateurs, on continuera à suivre ce dossier avec le plus grand intérêt. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News et bien évidemment, n'oubliez pas de prendre soin de vous.